Tu te rappelles Cowboy Bebop? Non. Comme beaucoup de séries cultes, j'en ai entendu parler pendant des années sans connaître moi-même. Ça n'a pas été à son avantage. Lorsque j'ai finalement vu la série pour l'émission, malgré tous mes efforts pour essayer d'y voir ce que le reste du public semble y voir, je n'ai pas réussi à accrocher. Il y a des choses que j'ai aimées, et je trouve bien évidemment à la série des qualités techniques indéniables, mais au final ma réaction a été « Comment, c'est juste ça ?» Bah oui, c'est juste ça, et on lui en demande pas plus. J'ai découvert la franchise sur le tard, via le film sorti au cinéma. L'univers et l'ambiance qu'il dépeignait m'ont tout de suite plu. Bien sûr, les aléas de la vie ont fait que je n'ai pu regarder la série que bien plus tard en compagnie de Pesmé. Mais ce que j'ai découvert dans la série ne m'a pas déçu, puisque le film, au final, est un épisode comme un autre, juste un peu plus long. Pour cause, le type d'ambition qu'a la série n'aurait pas pu donner lieu à un film au scénario un peu plus élaboré, ou qui fait avancer le fil rouge comme c'est fréquent dans d'autres films de série. Le type d'ambition qu'a la série ne porte pas sur son fil rouge, sur son scénario. D'ailleurs, le fil rouge, s'il y en a un, est plutôt faiblard. Le type d'ambition qu'a la série porte sur l'univers et l'ambiance. Juste ça. Et ça lui suffit pour mériter son statut de série culte. Se contenter d'un univers et d'une ambiance marche. Eh bien, j'ai le regret de dire, et je suis sincère, je le regrette vraiment, que ça n'a pas marché sur moi. Je ne m'en explique pas tout à fait la raison. Mais il y a des précédents. Certains se rappelleront peut-être que dans la vidéo sur Alix, j'avoue avoir des difficultés à comprendre les BD franco-belges, qui me demandent un effort important de concentration. Encore avant, j'ai parlé de difficultés similaires devant Diabolique. Cowboy Bebop me demande un effort similaire de concentration. Sauf que, du fait que ce sont fondamentalement des épisodes à ambiance, les scénarios ne mènent souvent un peu nulle part si j'ose dire, et je ne me sens pas récompensé pour mes efforts. J'ai intellectuellement aimé l'esthétique de la série, mais je ne l'ai pas ressenti émotionnellement. Là encore, il y a des précédents. J'ai du mal avec les Miyazaki. Par exemple, j'ai essayé de regarder Princesse Mononoke au moins 4 ou 5 fois au cours de ma vie, disons en gros une fois tous les 7 ans. Et j'y arrive pas. Je vois bien qu'il y a quelque chose à voir, mais cette forme spécifique que prennent les films d'animation japonais pour le cinéma ne me parle décidément pas. J'ai eu également beaucoup de mal à accrocher à Ghost in the Shell, dont les thématiques sont pourtant voisines de choses qui me parlent énormément d'habitude. J'éprouve une certaine honte et une certaine frustration face à Cowboy Bebop comme face aux œuvres précédemment citées. Je devine, même je sens qu'il y a quelque chose à apprécier dans toutes ces œuvres, mais j'arrive pas à voir quoi. J'avoue que j'ai de grandes attentes vis-à-vis de toi pour que tu m'expliques, que tu me décrives la série d'une manière qui me fasse comprendre pourquoi elle te plaît. J'ai bien peur de ne pas pouvoir. Cowboy Bebop, ça se décrit pas, ça se vit. Mais on va tout de même essayer. Histoire de faire les choses dans l'ordre, commençons par le pitch. En l'an de grâce 2022... C'est cette année ça? En l'an de grâce 2022, alors que l'homme est en train de conquérir le système solaire, grâce à la terraformation de plusieurs planètes et lunes... et la mise en place de gates, des espèces de portails permettant de voyager d'une planète à une autre à travers un espace déphasé. T'as fini, oui? Bref, en l'an de grâce 2022, l'explosion de la gate située près de la Lune transforme la Terre en terrain vague criblé par les météorites. La survie sur Terre n'étant possible qu'à condition de vivre en nomade ou en troglodyte, la civilisation humaine n'a plus d'autre choix que d'investir ses autres colonies. Mars, Ganymède, Europe, et la vie continue comme si de rien n'était, si ce n'est que la destruction d'un certain nombre d'archives au moment de la dévastation de la Terre a rendu la population un peu amnésique de ce à quoi ressemblait la vie avant 2022. Précision utile, car notre série se déroule en l'an 2071, c'est-à-dire une petite cinquantaine d'années plus tard, et pourtant si on en croit l'attitude des personnages, des figurants, des présentateurs télé et même des spécialistes, c'est comme s'il s'était écoulé plusieurs siècles. Vu qu'on met plusieurs épisodes avant de nous donner des dates de but en blanc, ça surprend. À part cette amnésie, tout va bien pour l'humanité, merci pour elle. Du moins, aussi bien que ça peut aller en sachant tous les défauts qu'elle a, cette humanité. La civilisation est restée la même avec ses injustices, ses magouilles, ses crimes, et maintenant qu'il faut raisonner en planète et non plus en pays pour organiser sa société, les dysfonctionnements du système n'ont franchement pas de raison de s'arranger. Bref, en sus du travail de la police et de l'armée, les gouvernements et les riches pontes de l'humanité ont pris pour habitude de mettre des primes sur la tête des criminels, histoire de voir si certains, parmi les 300 000 chasseurs de primes que compte le système solaire, ne se montreraient pas plus motivés et plus efficaces que la police pour les attraper. Nos personnages principaux sont chasseurs de primes. À chaque épisode, ils poursuivent un criminel dans l'espoir de gagner leur pain du jour. En général, ils échouent. D'où le sentiment que j'évoquais précédemment de m'être donné du mal pour rien en essayant de suivre l'intrigue. Tu m'aides plus à verbaliser pourquoi j'ai pas accroché qu'à comprendre pourquoi tu aimes tant cette série-là. Pourtant, c'est important de le dire pour le comprendre. Nos héros sont des losers, qui essayent de survivre dans un univers qui n'est ni une utopie ni une dystopie, mais un univers dur. Aussi dur que peut l'être la civilisation humaine, quelle que soit l'époque. Le message de la série, s'il y en a un, c'est que l'humanité n'atteindra jamais le paradis, mais qu'elle ne se damnera jamais non plus. Elle survivra cas un cas comme elle l'a toujours fait, et comme le font nos protagonistes dans leur lutte quotidienne pour gagner un maigre revenu en arrêtant des criminels. Ils ont des noms, ces protagonistes. Ils ont des noms. Ils ont même des identités et un passé bien compliqué derrière eux. Mais ça n'a aucune importance.
ne sont pas là pour qu'on parle de leur histoire personnelle. Ils sont là pour assister à l'histoire personnelle de la guest star du jour. Histoire qui occasionnellement ne va nulle part à elle non plus. Oui, car même cette guest star du jour n'est qu'un prétexte. C'est une série d'ambiance. Chaque épisode est comme un mini-film de genre où le scénario est complètement secondaire. Tout est dans la mise en scène, et la mise en scène, même toi, tu n'as pas pu éviter de le remarquer qu'elle était excellente. Oui, le dessin est très beau, les chara-design attrayants avec leurs couleurs bien choisies, et le rythme de la mise en scène est correctement géré. C'est lent quand on est dans le contemplatif, c'est nerveux quand on est dans l'action. L'humour est généralement bien dosé et fait mouche, à quelques exceptions près qu'on trouvera plutôt en fin de série comme ça arrive parfois. Donc oui, je vois bien que la série dit correctement ce qu'elle a à dire, mais je suis un peu réservé sur le fait d'esthétiser à ce point un propos comme celui-là. L'humanité continuera qu'à un cas, la belle affaire, est-ce que ça avait besoin d'être dit? D'être dit, non. D'être montré. Paradoxalement, regarder Cowboy Bebop a quelque chose de rassurant. C'est une série qui nous dit que notre avenir ne sera pas mieux, mais qui ne sera pas pire. Elle raconte un futur qui nous ressemble, un futur qui n'a pas changé. J'ai remarqué que la série avait un petit côté fourre-tout. Le fait que ça se passe dans le futur et dans l'espace est un élément essentiel de l'identité de la série, mais comme les histoires de chasseurs de primes et de mafia ont l'air de beaucoup intéresser les créateurs en tant que tels, il y a pas mal d'épisodes, ça sert à rien que ça se passe dans le futur, ça pourrait se passer à n'importe quelle époque, le scénario serait le même. Justement, c'est le propos. Ça pourrait se passer à n'importe quelle époque, mais ça se passe pas à n'importe quelle époque. Ça se passe après la conquête spatiale, et ça raconte une histoire qui n'est ni Star Trek ni Dune. Il est très important d'y raconter des histoires qui pourraient se passer à n'importe quelle époque, et de montrer juste que ça se passe à l'époque où les courses-poursuites se font en engin volant par-dessus les embouteillages de voitures à 4 roues. Parce que comme tu l'as dit, que l'humanité continuera qu'à un cas, ça n'a aucun intérêt à être dit, mais ça a un intérêt à être montré, à être vécu, à être senti. L'objectif de cette série n'est pas de nous raconter, c'est de nous faire ressentir. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'embête à nous raconter le parcours personnel du personnage principal, Spike, ancien mafioso qui a simulé sa mort dans l'espoir d'échapper à la famille et de pouvoir s'enfuir avec une fille, mais que la fille n'a jamais rejoint au point de rendez-vous qu'il s'était fixé? J'en ai aucune espèce d'idée. Allons, tu peux faire mieux que ça. Je suis sûr que tu peux trouver l'intérêt que ça. Non, j'en ai strictement aucune espèce d'idée. L'histoire personnelle de Spike, dont je suppose qu'on doit la considérer comme l'intrigue principale vu que Spike est le personnage principal, est sans intérêt, d'autant plus qu'il n'y avait pas besoin d'une histoire principale. Et en plus d'être sans intérêt, elle fait partie des rares trucs que la série raconte mal. La même histoire, exactement la même, est rudement mieux racontée dans Gungrave. Et Gungrave, c'est l'équivalent de si on faisait une série Spawn qui ne raconte que la vie de Hal Simmons avant sa mort. La seule chose que cette intrigue apporte, c'est une fin. Une fin pas spécialement satisfaisante parce que mal racontée. Alors qu'il n'y avait pas besoin de fin. Parce qu'il n'y avait pas besoin d'histoire. Il y avait besoin d'une idée de sujet à chaque épisode, besoin de prétexte pour faire observer au personnage une situation suffisamment sous tous les angles pour que le spectateur la vive, et besoin de s'arrêter à partir du moment où tous les sujets ont été épuisés. Ou avant si on n'a plus envie. Mais ça pouvait s'arrêter n'importe quand, sans conclusion. Je pense avoir déjà suffisamment expliqué le problème que ça m'a posé. Mais toi, tu devrais expliquer le problème que ça ne t'a pas posé. Tu te plaignais que les BD Valérian et Laureline soient faites suivant ce principe-là. Les héros arrivent quelque part, sont témoins d'une situation contre laquelle ils ne peuvent généralement rien, et repartent sans l'avoir résolue. Pourquoi ça te plaît dans Cowboy Bebop? Peut-être parce que Valérian et Laureline, ce sont des agents spatio-temporels. C'est censé être des héros, c'est frustrant de les voir ne rien faire. L'équipage du Bebop... Oui, ça s'appelle Cowboy Bebop parce que dans cet univers, les chasseurs de primes sont surnommés les cowboys et que les nôtres voyagent à bord d'un vaisseau appelé le Bebop. L'équipage du Bebop, c'est des gros losers. Et s'ils sont doués pour la bagarre, c'est un peu tout ce qu'ils ont pour eux. Ils font un métier moralement discutable et ce sont pas des enfants de cœur. Accros aux jeux, pirates informatiques, anciens mafiosos... On ne s'attend pas à ce qu'ils brillent, donc on n'est pas spécialement déçus qu'ils ne servent que de témoins. Il y en a un qui est ancien flic quand même, et bon flic par Hipou. Ouais, mais on a aussi l'occasion de nous montrer que c'est pas non plus quelqu'un d'idéal. Il a des valeurs, ils en ont tous, peut-être lui un peu plus que les autres, mais il se caractérise pas par une ambition de vertu comme par exemple Batman. Merci pour cet exemple, il me permet de rebondir justement sur le fait qu'en abordant la série, je m'attendais à un truc similaire à la série animée Batman. Les deux ont en commun de ne pas être à suivre, et de mettre en scène des situations du jour très diverses et très esthétisées n'ayant que le personnage principal récurrent en commun. Que l'impression faite par Cowboy Bebop soit si différente de celle faite par Batman m'a beaucoup surpris. Parce que ces séries sont l'inverse l'une de l'autre. Les situations dans Batman sont des prétextes à répondre à la question c'est quoi être Batman, tandis que les héros de Cowboy Bebop sont des prétextes à répondre à la question c'est quoi les situations qu'on vit quand on est les mêmes humains qu'avant mais dans le futur. Et à mettre de la belle musique et des belles animations. Bon alors, je sais qu'ils sont juste des prétextes ces personnages, mais t'avanceras pas beaucoup dans ta description tant que tu les auras pas nommés et présentés.
Donc arrête de tourner autour du pot et présente-les. Ok. L'équipage du Bebop se constitue au fil de la série. Le propriétaire du vaisseau s'appelle Jet Black. C'est le plus âgé, le plus sage, et comme dit précédemment, le seul à être un peu sympathique. Bon, dans l'absolu, c'est quand même une brute douée pour la bagarre, assez bourrue, et à qui il ne faut pas trop faire guili-guili sous les orteils, mais c'est surtout un ancien flic incorruptible qui a démissionné de la police suite à la perte de son bras, parce qu'il était dégoûté des magouilles qui s'y faisaient, et qui a quitté sa planète à cause d'une peine de cœur. Il a gardé pas mal de contacts au sein de la police, ce qui est bien pratique pour trouver des infos sur les cibles du jour. Il est un peu le papa de toute la bande, si tant est qu'il y en ait un. En tout cas, il y a un enfant. Une petite fille, surdouée et spécialiste du piratage informatique. Elle sert très peu et tant mieux parce qu'elle pourrait devenir très vite insupportable si c'était le cas. Crois-le ou non, mais mon frère qui a découvert la franchise comme moi à travers le film où elle sert vraiment beaucoup, a accroché justement à cause de cette petite fille. Ce type de personnage est assez classique de nos jours. Mais à l'époque, c'était pas si courant, pour nous français en tout cas. Edward, oui, elle a un nom de garçon. On découvrira vers la fin de la série que son père est tellement distrait qu'il n'arrête pas de mélanger les noms. Edward, donc, dite Ed, est une gamine surexcitée et bizarroïde qui n'arrête pas de faire des grimaces et de se tortiller dans tous les sens. Mais en général, quand on lui demande de trouver une info en piratant le serveur ultra secret d'une infrastructure toute puissante, elle y arrive en 30 secondes. C'est bien ça le problème. Ses compétences sont utilisables en 30 secondes. Et le reste de l'épisode, elle ne sert qu'à se tortiller en arrière de l'écran. On n'allait quand même pas l'emmener sur le terrain. C'est une vraie gosse, et une sale gosse, avec le caractère hyperactif et capricieux qui va avec. Elle sera sans doute clivante auprès des spectateurs. Il y a un chien aussi, il sert encore moins. Encore plus, tant mieux. S'il servait plus, son marissouage serait insupportable. Hein est un corgi trafiqué en labo pour être anormalement intelligent pour un chien. Mais il serait anormalement intelligent pour un humain d'ailleurs. Sa suprême intelligence consiste surtout à deviner le scénario à l'avance et à prévenir en aboyant de ce qui va se passer. Problème, personne ne le comprend. À part Ed. Que personne n'écoute. Tu racontes ça comme si c'était une récurrence, mais ça doit arriver une ou deux fois dans la série. Oui, j'avais prévenu que les personnages principaux n'étaient que des prétextes pour assister à la situation du jour. Donc, quand je dis qu'un personnage sert peu, ça veut dire qu'il sert une ou deux fois en tout pour tout. Le chien et la gamine vont peu sur le terrain, donc ils ne peuvent pas jouer ce rôle de témoin qui sera plutôt tenu par les trois adultes. À part Jet, il y a Faye et Spike. Faye pourrait sans doute être considéré comme le deuxième personnage principal, étant donné que son arc personnel est presque aussi suivi que celui de Spike. Mais le scénario s'acharne à la rendre la plus antipathique possible. Cependant, je dois avouer que contrairement à d'autres personnages que je trouve insupportables dans d'autres séries animées, pour Faye, on a vraiment l'impression que c'est fait exprès. Pour cause, c'est le personnage qui a le plus de potentiel pour être touchant. Spike, avec son histoire tragique, c'est quand même un ancien mafioso. Il l'a pas forcément choisi, mais il est loin d'être une innocente victime du destin. Faye, par contre, c'est une personne d'avant 2022 qui a été grièvement blessée dans un accident de vaisseau spatial et cryogénisée pendant 50 ans en attendant que la médecine ait suffisamment évolué pour la soigner. Malheureusement, non seulement la cryogénisation l'a rendue complètement amnésique, mais en plus, il semble que les mutuelles et l'assurance maladie n'aient pas survécu à l'explosion de la Gate, car le médecin qui l'a ramenée à la vie lui réclame une somme astronomique pour l'avoir sortie du coma. Somme qui se verra augmenter quand elle sera victime à son réveil d'un escroc notoire tout prêt à abuser des jeunes filles un peu vulnérables pour se débarrasser de ses dettes. Acculée, elle n'a donc plus d'autre choix pour s'en sortir que la chasse à la prime et les jeux d'argent. Il y a toutes les raisons d'avoir pitié d'elle. Or ça, il ne faut pas, parce que si le spectateur se met à avoir pitié d'elle, il va s'intéresser à elle. Et ça risque de le distraire de la situation du jour, qui, je le rappelle, est le véritable sujet de l'épisode. Donc le personnage de Faye, son passé, son évolution, son arc personnel, tout ça va être abordé exclusivement sous l'angle humoristique. La série utilise déjà cette méthode avec Jet pour l'empêcher de devenir trop touchant. Mais c'est surtout Faye qui menace d'attirer l'attention, donc c'est sur Faye qu'il faut s'acharner. Non seulement tous les éléments les plus tragiques de son arc seront tournés à la dérision et transformés en gag tarte à la crème, mais elle-même est une véritable garce, égocentrique et vénale, imbue d'elle-même et assez irréfléchie pour se jeter tête baissée dans tous les pièges qui passent. Une fois son capital sympathie réduit à néant, le spectateur cesse de se demander si elle va s'en sortir et peut se concentrer sur les événements dont elle est le témoin. Pourtant, Faye est la seule, avec Jet, qui aborde la question des liens qui unissent les membres de l'équipage du Bebop. Pour dire que ces liens sont un peu plus forts qu'il n'y paraît, mais beaucoup plus fragiles qu'ils devraient dans une série d'aventures. C'est exactement ce que je veux dire. Il ne faut pas que les membres de l'équipage soient unis par une amitié touchante et indéfectible. Je te le dis, il faut que le spectateur reste concentré sur la situation du jour. Mais il faut quand même aborder la question de ce qui les unit. Donc Jet et Faye se posent la question.
Jet parce qu'il déplore qu'aucune camaraderie ne se développe vraiment entre eux, et Faye parce qu'elle s'attache malgré elle à son équipage et n'arrive pas à l'assumer. Du fait qu'ils sont les deux seuls à évoquer le sujet, il semble qu'un semblant de tension amoureuse naisse entre ces deux-là. Semblant, c'est dit carrément. J'ai une idée. Ouais? Je cherche ma femme, et toi tu cherches la tienne. Ça marche comme ça? Juste une fois, 2 maximum. Qui a dit que dans cette série, 1 ou 2 fois, c'est déjà quelque chose. À part l'occasionnelle réplique allant dans ce sens, même pas dite par les intéressés, je ne sais pas à quel point c'est volontaire de la part de l'auteur. Sans doute pas tant que ça, puisqu'à côté de ça, il fait tout son possible pour rendre ses personnages le moins émouvant possible. Pourtant, l'arc de Faye est un sujet exceptionnellement récurrent des épisodes. Il est au centre de l'intrigue plus souvent que l'arc personnel de Spike. Il est même bien mieux traité. De ce fait, Faye est le seul membre de l'équipage du Bebop à avoir une évolution tout au long de la série. Mais au final, cette évolution ne sert qu'à un unique moment d'émotion destiné à bien montrer que le dernier épisode est le dernier épisode. Au cas où ça nous aurait échappé malgré la lourdeur avec laquelle la mise en scène insiste à ce sujet. C'est le revers du parti pris, le deuxième effet qui se coule de ce choix de narration. À force de détourner l'attention vers la situation du jour et d'effacer le plus possible les personnages principaux dans ce but, la mise en scène fait de l'arc personnel de Spike l'élément le plus raté et le moins intéressant de la série. C'était sûrement évitable, mais c'est un défaut que je suis prête à pardonner si c'est le prix à payer pour avoir une ambiance aussi exceptionnelle dans ma série. Bref, Spike Spiegel, le héros, est plutôt évanescent. Il parle peu, se montre indifférent et flegmatique envers tout, il se bat bien et fait preuve de générosité de temps en temps, du coup il a du charisme, mais c'est pas un mec sympa. Il cherche pas à être un mec sympa. D'ailleurs, il ne cherche pas grand-chose. On a déjà résumé son arc personnel. Il était membre des triades chinoises du futur. Il a rencontré une femme, qui était visiblement déjà en couple avec un de ses compagnons d'armes, ou en passe de l'être, c'est pas très clair. En tout cas, il a voulu s'enfuir avec elle, et a simulé sa mort pour pouvoir le faire. Sauf qu'elle ne l'a jamais rejoint au point de rendez-vous, du coup il n'a rien su faire de sa nouvelle vie à part devenir chasseur de primes. Pour vous dire à quel point cette sous-intrigue est subtile, le compagnon d'armes qui est son rival en amour porte le nom pas caricatural du tout de Vicious. L'ange corrompu, chassé du paradis, n'a pas d'autre choix que de devenir démon. Comme le nom ne suffit pas, il a en plus cette tête-là. Ouh là là, je me demande qui est le méchant de cet arc. C'est pas important, je te dis. Rien de ce qui concerne les personnages principaux n'est important. Leurs interactions sont comiques pour les empêcher d'être touchants. Même une situation poignante comme une scène d'adieu se transforme en discussion légère au sujet de la qualité de la bouffe. Nous ne devons vraiment avoir de sympathie que pour les personnages du jour ou la situation du jour. À la rigueur, on aurait pu faire la série sans les personnages principaux, avec chaque épisode centré sur une situation différente. C'est à se demander du coup pourquoi ces gens-là ont des arcs personnels et pourquoi celui de Spike est introduit comme une histoire principale. Peut-être que les animés japonais ne peuvent réellement pas s'empêcher d'être quand même un peu à suivre. Mais tu l'as dit, et du coup je le redis, il n'y avait pas besoin d'histoire principale. Un peu comme dans Valiant la BD, les héros arrivent quelque part et sont témoins d'une situation à laquelle ils contribuent assez peu même si elle les concerne directement. Ils ne servent que de témoins pour nous permettre d'y assister. Je répète également, ces esthétiques et ces ambiances sont géniales et suffisent généralement à elles-mêmes. C'est pas des situations spécialement originales, mais elles sont variées et explorées à fond par la mise en scène. Il peut y en avoir pour tous les goûts, comédie, western, thriller, slasher movie, film de gangsters. Comme on est dans une civilisation du futur mais quand même héritière de la Terre, on peut mettre n'importe quoi. Au bout d'un moment, on pourrait même se demander si c'est pas un peu trop n'importe quoi. Je le réfute. Ce mélange de genres est ce qui justifie tous les choix de la série. Le fait de ne pas développer ses personnages principaux, le fait de négliger leurs arcs personnels, le fait de centrer les épisodes sur une situation du jour. Puisque la recette c'est « Aujourd'hui, nous allons vous raconter la version Cowboy Bebop du slasher movie », il faut qu'à chaque épisode, il y ait un nouveau genre à explorer. Certaines explorations marchent mieux que d'autres, c'est ce qui arrive avec les expérimentations, mais du coup, quand ça marche du tonnerre. Pas trop sur moi, malheureusement. Oui, il faut entrer dedans. Et surtout, il faut accepter que les épisodes soient portés par deux choses et deux choses uniquement, l'ambiance musicale et l'ambiance visuelle. Une fois n'est pas coutume, parlons d'abord de l'ambiance musicale. On n'insistera jamais assez dessus. L'ambiance musicale, composée de blues et de jazz, est tout dans cette série. Déjà par son caractère incongru. On ne s'attend pas à entendre une chanson sur une course-poursuite pour rattraper un chien qui s'enfuit. Je suis plutôt mal disposé envers les chansons comme ambiance musicale dans les dessins animés en général. Mais là je reconnais que je tolère ça mieux que d'habitude. Sans doute parce qu'il est clair que la musique a été choisie en premier et la scène réalisée de manière à bien coller à la musique. L'effet est saisissant dans la plupart des cas. Bon, parfois c'est peut-être quand même un peu prétentieux. Contrairement à toi, je ne considère pas la prétention comme un péché mortel.
Je la tolère quand elle est bien placée. On a le droit de se considérer comme génial quand on l'est effectivement. C'est quand on gâche la scène en voulant lui donner l'air plus intelligente qu'elle ne l'est qu'on passe du côté obscur de la prétention. Ici, nous avons un personnage qui met une éternité à tomber d'une fenêtre parce qu'il faut que sa chute prenne le temps de la chanson et qu'une série de flashbacks soit casée pendant le temps de sa chute. Ça serait très bien, très fort si la chanson était brève et les flashbacks compréhensibles en l'état. Mais pour donner l'impression que la situation est complexe, les flashbacks ne sont que des images trop brèves pour être vues clairement, mises dans le désordre pour être encore plus cryptiques et multiples pour pouvoir durer tout le temps que dure la chanson. Oui, c'est prétentieux, mais c'est pas la prétention le problème. C'est l'arnaque cachée derrière la mise en scène. C'est comme les références en runes dans Puella Magi Madoka Magica et les messages codés à la fin des épisodes de Gravity Falls. Crypter un message ne le rend pas plus intéressant et mettre des messages cryptés dans vos séries ne les rend pas plus intelligentes. Pas plus que décrire une situation dans le désordre ne la rendra plus profonde et complexe. Au contraire, ça a tendance à se faire au détriment du fond car ça donne aux auteurs l'impression d'être subtils et les rend paresseux sur les aspects qui comptent vraiment. Quoi qu'il en soit, la musique est un élément fondateur de cette série. D'ailleurs, la plupart des épisodes sont nommés d'après des chansons célèbres, et ceux qui ne le sont pas ont tout de même un rapport avec la musique. A noter que la bande originale est signée Yoko Kanno, déjà connue pour pas mal d'autres bandes originales iconiques. Cette bande originale doit être 90% de ce qui fait que la série me parle autant. J'ai ce caractère un peu superficiel, j'accroche quasiment toujours à une œuvre quand j'accroche à la musique. Pour me faire décrocher quand la musique m'a accroché, il faut vraiment que l'histoire ait des défauts rédhibitoires. Et là, ça ne pouvait pas arriver puisque d'histoire, je vous ai dit, il n'y a pas. Cette ambiance musicale n'est pas unique en son genre, elle est un mélange assez typique de ce qu'on peut trouver dans un film noir et dans un film de Tarantino. Je lui demande pas d'être unique, je lui demande d'être efficace. Et elle l'est. Qu'elle renforce l'humour ou dynamise l'action, qu'elle souligne l'aspect désabusé et résigné de la société dans laquelle nos héros évoluent, elle fonctionne. Tu contestes ? Non, je suis d'accord que ça fonctionne. Moi-même, je suis très sensible à la musique, même si j'y connais rien. Elle peut m'influencer énormément dans mon jugement sur une scène car elle peut me sensibiliser à ce que raconte cette scène même si c'est objectivement pas si intéressant que ça. Mais il faut quand même que la scène raconte quelque chose à quoi je puisse me raccrocher intellectuellement. Or, tu l'as dit, ce n'est pas spécialement l'ambition de la série, qui est plus dans la description. Du coup, ça ne suffit pas à me transporter. Je sais pas pourquoi ça te suffit à toi. Je sais pas non plus, je suis comme ça. Si l'univers musical me suffit, tout me suffit. Sauf que Cowboy Bebop ne se contente pas d'un univers musical, il y a aussi un univers visuel. Alors là, pour le coup, je conteste. Ok, le chara-design et les décors sont très chouettes, ils sont très bien dessinés et l'animation est très belle. On ne le dira jamais assez. Mais si on regarde les styles architecturaux, les costumes, les paysages, y a pas tellement moyen de voir qu'on est dans le futur et sur d'autres astres du système solaire. C'est une série principalement sans extraterrestres. J'aime beaucoup ce parti pris, qu'il y a aussi dans Firefly par exemple, parce qu'il est plutôt rare. De temps à autre, on voit une créature extraterrestre de la faune ou de la flore locale, ce qui en passant signifie soit que les satellites de Jupiter étaient déjà viables avant leur terraformation, soit que ce sont des animaux terriens génétiquement modifiés par les colons pour créer un environnement suffisamment original pour attirer les touristes, mais en général, c'est une série sans aliens. Et tu viens de dire que ça te plaisait ? Intellectuellement oui, mais visuellement pour une série qui puise son intérêt dans ses trouvailles sonores et graphiques, j'aurais tendance à préférer des sols et des ciels exotiques, des grandes fleurs colorées et de l'architecture biscornue à la Valérian. Je suis un peu vulgaire comme ça. Or la plupart du temps, quand les héros ne sont pas dans l'espace pour voyager d'une planète à une autre, on pourrait croire qu'on est dans n'importe quelle série se passant au XXe siècle sur Terre. On attend le film pour nous montrer la partie non terraformée de Mars. T'as écouté ce que je t'ai dit depuis le début ? C'est justement ça qui fait que la série est bien, on est dans un futur qui nous ressemble. Oui, il fallait que l'architecture soit similaire à celle du XXe siècle pour rendre correctement l'ambiance recherchée. Rappelle-toi Puella Magi Madoka Magica. Dès qu'on introduit des décors un peu futuristes mais pas trop, ça crée une sensation d'étrangeté, qui n'était pas ce qu'on cherchait ici. J'avoue, je regrette un peu qu'on n'ait pas vu davantage la partie non terraformée de Mars. Mais réfléchis, tu es un martien de 2071. Est-ce que tu as des raisons d'aller la voir, cette zone non terraformée ? Non, tu ne vas la voir que si tu es un touriste curieux. Pas si, comme Spike qui en est natif, tu es habitué à vivre sur Mars, et à ce que cette surface existe, à l'instar des Parisiens qui vont jamais voir la Tour Eiffel. 2071 ? Moins d'un siècle, c'est à la fois une durée longue et courte. S'agissant de conquête spatiale, je pense qu'on pourrait raisonnablement rester émerveillé par notre environnement au bout de 50 ans. Et en oubliant que c'est décidément un futur vraiment trop proche pour que la distance technologique qui nous en sépare soit crédible. Oui, le parti pris immersif fait que la société futuriste ne nous est pas expliquée en détail, et il n'y a pas d'occasion de nous l'expliquer parce qu'il n'y a aucun personnage qui la découvre.
Faye avec son amnésie et son coma de 50 ans aurait pu servir à ça, mais ça aurait impliqué de lui donner un arc personnel sérieux et important. Et ça tu l'as bien assez répété, la série ne le fait pas, et quand elle le fait pour Spike dans le dernier épisode, c'est raté. Sans compter qu'on la rencontre après qu'elle se soit familiarisée avec son époque, son réveil ne faisant l'objet que d'un flashback, puisque la série ne souhaite pas raconter des histoires complètes et structurées dans l'ordre chronologique. Du coup, tout ce qu'on sait de ce futur, on le sait par déduction et par recoupement. Ce n'est qu'après avoir vu les 26 épisodes et le film qu'on sait exactement tout ce qu'il y avait à savoir. Curieusement, c'est parce qu'on le devine plus qu'on ne le découvre que cet univers est intéressant. Le revers de la médaille, c'est qu'il n'est pas forcément très cohérent. Comme tu l'as souligné en rigolant comme une baleine au début, et redit il y a quelques minutes, il y a quand même un gros problème de chronologie. Nous commentons cette série une vingtaine d'années après sa sortie, donc pour nous, 2071, c'est pas dans si longtemps que ça. Mais allez, pour les créateurs eux-mêmes, 20 ans étaient censés être suffisants pour que l'homme installe des gates partout dans le système solaire, terraforme Mars, Ganymède, Europe et un tas d'autres satellites des géantes gazeuses. Et ensuite, 50 ans doivent suffire à ce qu'il y ait une guerre particulièrement intensive et violente à la surface de Titan, déjà terraformée et viable. Et qu'à cause de la disparition des archives terriennes au moment de l'explosion de la Gate, tout le monde ait oublié ce qu'est une cassette vidéo. Ça encore, je veux bien. J'ai une petite collègue de 20 ans qui me demandait l'an dernier ce que c'était qu'un Minitel. Le reste, c'est plus dur à avaler. D'une manière générale, je ne suis pas sûre que les auteurs soient très au clair sur combien c'est long 50 ans. Dans un épisode, on rencontre ce gars, à qui l'explosion de la Gate a conféré le super pouvoir de ne plus grandir et qui est coincé dans le corps d'un enfant de 10 ans depuis. Comme c'est un dangereux psychopathe qui se sert de son apparence innocente pour nuire, Spike lui administre un antidote qui le refait vieillir d'un coup. Ses cheveux blanchissent et il finit par mourir de vieillesse. Sauf que, s'il avait 10 ans au moment de l'explosion de la Gate, là il n'en a que 60. Il a encore assez de marge pour faire une longue carrière politique. On va dire que c'est le fait de vieillir de 50 ans d'un coup qui est trop violent pour son corps qui ne résiste pas, mais c'est vrai que ça a quelque chose d'incongru, la mise en scène qui fait comme s'il s'était écoulé des siècles entre l'explosion de la Gate et le présent de la série, alors que finalement, il ne s'est même pas écoulé une vie d'homme, cet épisode spécifique étant situé avant qu'on nous donne des dates claires. Et cet enfant monstre est traité comme si sa longévité était déjà surnaturelle. Tous les savants qui se sont amusés à l'étudier sont morts avant moi. La VF essaie de rattraper le coup en changeant les échelles de temps, mais elle renonce assez vite à ce parti pris, ce qui fait que la traduction ajoute des incohérences qui ne sont pas en VO. T'es indulgent, les VF d'animés japonais, même les bien faites comme celle-là, traduisent souvent mal les nombres. Mais même en admettant que cette modification était faite exprès pour crédibiliser les échelles de temps, elle ne fonctionnait pas. Au fur et à mesure que la série avance, on rencontre de plus en plus de gens qui étaient vivants au moment de l'explosion de la Gate. Ce changement des échelles de temps n'était pas tenable sur le long terme. Dommage, car comme je viens de le dire, cette VF n'est franchement pas mauvaise. Les personnages parlent d'un ton flegmatique et blasé, à l'image de l'ambiance film noir. Par contre, en ayant regardé en VF avec les sous-titres traduits de la VO, nous avons pu constater que la VF brodait énormément. De temps à autre, une chose très simple semble mettre beaucoup de temps à être dite en VO, ce qui fait qu'en VF, où cette chose est dite en 2 secondes, le reste de la réplique est comblé par des figures de style et des envolées poétiques. Moi j'étais qu'une gamine, j'étais toute entière sous ton emprise. Et puis un jour, j'ai eu envie de vivre par moi-même. J'étais prête à le payer cher, mais je voulais vivre. Et malgré toutes mes difficultés, j'y suis parvenue, Jet. J'ai vécu sans toi. Pour en revenir aux incohérences, la série contient quand même de vrais retcons. Par exemple, la première fois qu'on nous raconte le background de Faye, on nous informe que Faye Valentine n'est pas son vrai nom. C'est le médecin qui lui a donné ce pseudonyme en référence à une chanson qu'il aime bien. Oui, parce que les cassettes vidéo, pas moyen de se rappeler ce que c'est, mais My Funny Valentine c'est intemporel, ça s'oublie pas. Bref, sa quête pour guérir de son amnésie est d'autant plus compliquée qu'elle ne connaît pas son vrai nom. Sauf que finalement, Faye Valentine est bien sa véritable identité, c'est même grâce à ça qu'elle retrouve des traces de son passé. Certes, on confirme seulement que son vrai prénom est Faye, pas que son nom de famille est Valentine, mais un colis du passé lui est adressé sous ce nom, ce qui sous-entend que ce serait bien le sien. Et même en admettant que non, on aurait du mal à comprendre comment le médecin a pu connaître son vrai prénom et pas son nom qu'il a dû remplacer en référence à une chanson. Si c'est pas la preuve que la série se refusait à prendre au sérieux l'arc personnel de ses protagonistes, à ce stade, elle aurait peut-être mieux fait de pas leur en donner. Se contenter de faire de Faye une accro au jeu qui a besoin de chasser des primes pour se renflouer, de Ed une orpheline, de Jet un ex-policier que la corruption de son milieu a dégoûté, et de Spike un rescapé de la mafia. On aurait eu une bande de survivants vivant au jour le jour, n'ayant pas spécialement d'avenir devant eux, et n'ayant pas spécialement besoin d'en avoir un pour vivre des aventures. Si cette série a, comme tu le répètes, l'ambition de n'avoir aucune histoire, pourquoi elle a un cœur antique ? Un cœur antique ? Tu parles des 3 figurants qui apparaissent régulièrement dans le cadre pour faire des commentaires rigolos et refuser de donner des infos, malgré tout ce que ça peut avoir d'improbable de les croiser partout dans le système solaire et dans les endroits les plus inattendus ?
C'est pas un cœur antique, c'est un gag. Non seulement il s'agirait d'une référence musicale, mais en plus leurs commentaires ne servent pas spécialement à indiquer aux spectateurs ce qu'il y a à penser des personnages principaux. Leurs commentaires ne servent pas à grand chose. Eux-mêmes ne servent jamais à part à être là. Du coup on se demande bien quel est le délire de caser ces trois gars toujours sur le chemin de nos protagonistes. Dans le film, ils servent presque à quelque chose. Tiens, puisqu'on parle du film, d'habitude quand on fait un film de série, on essaye d'en profiter pour aller plus loin dans le concept, s'autoriser des ambitions. Or, comme j'ai dit plus tôt, Cowboy Bebop le film n'est qu'un long épisode. Un excellent épisode, mais un épisode comme un autre. Avec un générique différent, tout aussi génial que le générique habituel, avec dedans un guitariste trop badass qui arrive à jouer de la guitare en produisant un son de trompette, avec une histoire plus longue, rien d'autre. Vraiment, ça n'avait aucun intérêt que la série ait une intrigue principale et une fin. On pouvait continuer ad vitam aeternam sur ce concept de chasseur de primes un peu paumé qui essaye de survivre dans la société post-conquête de l'espace. Si la série avait duré plus longtemps, cette histoire de chronologie, époque un peu trop proche de l'année de production pour justifier autant d'évolutions technologiques, aurait fini par poser des problèmes plus graves que ceux qui se posent déjà dans la série telle qu'elle est. Et puis quels épisodes en plus tu aurais voulu? Aucun, je suis satisfaite du nombre d'épisodes. Mais je crois que pas de fin du tout aurait été mieux qu'une fin mal faite. Tu notes que je dis une fin mal faite, pas une mauvaise fin. Le problème de la fin n'est pas d'être mauvaise. C'est la fin qu'il fallait à partir du moment où on décidait d'en faire une. Mais elle est pas faite comme il fallait. C'est un peu comme l'épisode 95 de Code Lyoko. C'était ce qu'il fallait pour conclure, mais ça a été réalisé de manière inefficace. Encore que je trouve l'idée derrière l'épisode 95 de Code Lyoko bien meilleure que l'idée derrière la fin de Cowboy Bebop. La conclusion est mal racontée, mais dire que tout est mal fait est peut-être un peu excessif. Le fait que la série va se terminer est amené. Déjà, dans un des épisodes qui précède le double épisode de fin, l'émission télé que nos protagonistes suivent pour connaître les primes les plus élevées en cours sur le marché est annulée parce qu'elle ne fait pas assez d'audience. On apprend par la suite ce que deviennent les acteurs, histoire de dire que le moment de passer à autre chose approche. Et juste avant le double épisode, Ed quitte l'équipage pour retrouver son père biologique, et Faye retrouve complètement la mémoire. L'arc de fin n'est pas sorti du chapeau à la dernière minute. La série débute sur un avant-goût du flashback interminable de l'épisode 5 que Spike a pendant qu'il tombe dans le vide. Ensuite, l'épisode débute in media res, mais cet avant-goût préfigurait le fait qu'il y aurait un fil rouge. Il est, hélas, le point faible de la série. Alors, disons que j'aurais préféré que la série commence complètement in media res et se termine de la même façon. Et pourtant, tu sais combien j'aime les histoires qui ont un début, un milieu et une fin. Mais Cowboy Bebop, ce n'est pas une histoire. C'est 26 vidéoclips sympas, parfois drôles, parfois tristes, mais chacun avec une ambiance du tonnerre, et tous donnent une pêche d'enfer. Les films et les séries d'ambiance, c'est quelque chose qui a du mal à me toucher spontanément. J'ai besoin d'une intellectualisation, que le propos prenne la forme d'un discours, pas seulement d'une ambiance. Cette intellectualisation, tu l'as proposée dans cette vidéo. J'aime bien l'idée que l'humanité ne changera pas dans un sens ou dans un autre, même dans le futur et sur d'autres planètes. On peut trouver ça pessimiste, mais ça a aussi quelque chose de rassurant quand on y pense. Et ça me plaît que cette série mette en scène cet espoir-là. Dans tous les cas, je trouve ta présentation de la série intéressante. Et j'espère qu'elle parlera comme elle m'a parlé à d'autres spectateurs qui seraient dans le même cas que moi, et leur fera apprécier la série. Car, je parle d'expérience, c'est un animé auquel il est dommage et frustrant d'être hermétique. Ce qui m'avait beaucoup fait accrocher à cette franchise, c'est qu'effectivement, ça ne sert à rien que ça se passe dans le futur. On a beau être dans le futur, la civilisation ressemble à ce que nous, spectateurs de la fin du XXe siècle, voyons dans notre quotidien. Il est tout à fait crédible que ce soit notre futur. C'est un futur qui nous ressemble. Et c'est pour ça que la série mérite qu'on s'en souvienne.